Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on se retrouve, ce qui est sûr, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau du Grand Rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous saurez bientôt pourquoi. Le temps qu'il fera demain, vendredi, on le découvre déjà avec la météo. Voilà, coïncidence pour coïncidence, la carte postale ce soir nous amène dans la ville de Estelle Pazou. Ce sera notre présentatrice pour le journal dans un instant. Nous saluons donc les populations de l'Atlantique et bien sûr plus spécifiquement les populations d'Alada. Merci d'être avec nous pour ce plateau. Nous avons 4 rubriques au menu du Grand Rendez-vous de ce jeudi. Il sévit depuis peu au Bénin, mais la dengue reste encore inconnue de beaucoup de Béninois. Yasmine Damata et son invité ont choisi de s'y pencher. Ce sera dans Nature et Bien-être. Très utilisée en cuisine et surtout très appréciée au Bénin, la tomate n'est pas toujours disponible et surtout pas à un coût raisonnable. Savoir la conserver est donc indispensable. Comment s'y prendre? Restez avec nous pour le savoir dans le monde agricole. Le nombre d'internautes au Bénin s'accroît de plus en plus avec les jeunes en tête. Bien évidemment, que faire sur Internet pour son développement quand on est jeune? Notre expert va partager ses astuces avec nous dans un instant. Horizon Culture ce soir reçoit un réalisateur et pas des moindres, Akambi Akala. Il va être question du cinéma béninois, comment s'assurer de son succès à l'international. Et puis le Grand Rendez-vous, vous le savez, ce n'est jamais sans la dernière édition du journal. Et comme je vous l'avais annoncé, ce soir nous sommes en compagnie d'Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Belot. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous laisse pour la présentation des titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 13 juin 2019, c'est la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Nous avons tendu pour l'occasion notre micro à Jean-Claude Tonoucoin et Abedrigo Fenou, 2 personnes albinos, pour nous parler du regard de la société à leur endroit. Les zones humides doivent être rationnellement exploitées. Suite aux travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller à leur maintien. Ulvaeus Balogun nous en parle. Et puis, nous allons aussi nous intéresser à la gestion du temps. Des habitudes et petites astuces sont à intégrer dans notre quotidien pour en faire notre allié. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Voilà, comme le disent les Anglais, vous le savez, time is money, donc restez avec nous pour toutes ces astuces sur comment bien utiliser son temps. Le premier plateau ce soir, c'est le monde agricole et c'est tout juste derrière ceci. Voilà, si vous avez suivi le plateau d'Assiom Gaba hier, vous l'avez compris, dans nos marchés, la tomate
est à son prix maximum. Pas facile pour tout le monde d'en avoir. On vous donne des astuces pour savoir comment conserver la tomate. Mais d'abord, on suit ce reportage de Estelle Pazou. Je viens de vendre à ce client 25 kg de tomates à 62 500 francs. Elles sont toutes belles, mais tout le monde ne peut plus s'en acheter. Produit de consommation de base des Béninois, la tomate est par ces temps hors de prix. Avant, on achetait le kilo de tomates à 500 francs ou 1000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 2500 francs. J'en ai cherché partout. Et sur la commande de 40 kilos que je dois livrer, je n'ai pu en avoir que la moitié. La tomate est non seulement chère, mais elle se fait rare. Devant le fait, certains clients rebroussent chemin. Ce n'est pas de notre faute, s'exclament les vendeuses, tant les difficultés d'approvisionnement sont énormes. Il faut faire le pied de grue pour s'approvisionner, s'inscrire sur une liste et parfois même dormir au marché d'Antokwa. Actuellement, le panier est à 95 000 francs CFA sans compter le transport et les frais d'inscription. Au prix de tout cela, les clients nous accusent de vouloir faire un trop grand bénéfice. C'est une situation bien justifiée. Actuellement, la tomate présente sur le marché béninois vient du Burkina Faso. De 2 000 francs, le panier de 20 à 25 kg est passé à 25 000 francs CFA. Mais comment un pays fortement menacé par l'avancée du désert peut fournir de la tomate à un pays côtier? Et même les vendeuses se posent cette question. Comment se fait-il que le Burkina, un pays sahélien, nous approvisionne en tomates alors qu'au Bénin, toutes les conditions sont réunies pour en produire suffisamment? Si on peut arriver à s'inspirer de leur expérience pour ne plus souffrir de la pénurie de tomates, on serait soulagé. L'alternative serait donc la culture hors saison qui reste le fétiche des paysans béninois. Voilà, on retrouve donc Assioum Gaba et son invité. Bonsoir Assioum. Bonsoir Agnat Bello, Onifade. C'est un plaisir d'être avec vous. J'aime bien le mot plaisir, hein. Il revient souvent sur ce plateau. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Plaisir partagé, Ouais, d'accord. On représente notre invité, un invité qui était déjà avec vous déjà hier, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Monsieur Robert Deguénon, un producteur agricole qui était avec nous hier. Avec lui, on a abordé la question concernant la flambée du prix de la tomate sur le marché au Bénin. On a compris que 3 fruits de tomates, 3 fruits, je dirais, de taille moyenne, vous l'achetez au plus à au moins à 200 francs CFA. Au moins à 200 francs CFA. C'est pas la portée de tout le monde. Non, mais il n'y a pas de problème. On va prendre un peu de. On va manger beaucoup plus d'oignons, mais on va trouver des astuces. C'est vrai que l'oignon coûte moins cher dans cette période-ci. Voilà. Donc, ça va peut-être compenser le déficit de tomates qu'on a. Donc, un peu de tomates, beaucoup d'oignons désormais. Mais il y a d'autres solutions que M. Deguénon va donc nous proposer tout à l'heure. C'est pour cela d'ailleurs même qu'il est là. Bonjour M. Deguénon. Bonjour M. Assioum. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler, pour aborder ce que vous avez promis aborder avec nos téléspectateurs hier. On est là aujourd'hui pour parler des techniques de conservation de la tomate, des techniques maison, bien évidemment. Alors, de la tomate. On se pose la question déjà de savoir quelles sont donc les possibilités de conservation de la tomate qui existent. Merci une fois encore. Je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, là, je tiens à vous dire, n'est-ce pas, que tout à l'heure, vous dites, n'est-ce pas, qu'on peut remplacer la tomate par l'oignon. Non. La tomate ne peut pas être remplacée par l'oignon, puisque ça n'a pas les mêmes caractéristiques que la tomate. Non, je disais qu'il faut commencer un peu. Là, un peu de tomate, beaucoup d'oignons. Donc, comme vous le dites tantôt, la tomate coûte très cher maintenant. Il faudra conserver pour pouvoir l'obtenir, n'est-ce pas, au moment où il n'en a pas. OK. Parce que d'ici à là, nous aurons beaucoup de tomates. Donc, nous allons apprendre quelques techniques de transformation et de conservation de tomates. Il y en a beaucoup. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la production de purée de tomates. D'accord.
purée de tomates. Oui, et mais aussi, moi, ma première question déjà, si vous permettez, c'est de savoir si c'est possible d'avoir de la tomate fraîche, de pouvoir la conserver en l'état. oui, En étant fraîche, on peut- avant d'arriver au stade de purée. oui, on peut conserver en état fraîche des tomates en opérant dans des chambres froides, mais ça va revenir un peu cher. Un peu plus cher. Un peu plus cher. Ou soit je commence par une autre technique, n'est-ce pas, qui conserve un peu l'état, n'est-ce pas, de la tomate. Donc, comment on fait? C'est surtout avec les tomates de calibre pas trop grand, n'est-ce pas? Ok, les petites tomates. Les petites tomates comme Tomates les cerises, tonvis, comme on dit. les tonvis et les apricons. Apricons, Chez nous voilà. ici, là. Donc, comment on fait? Il faut choisir des tomates bien rouges. Des tomates bien rouges sur le marché que vous lavez. Vous lavez proprement et avec les pics-dents là, vous piquez. Vous piquez. Parallèlement à cette opération, vous stérilisez des bocaux. Je parle de bocaux, n'est-ce pas? Je veux faire allusion, n'est-ce pas? Oui, voilà, on en voit là. Bouteilles, oui, aux bouteilles, n'est-ce pas? Des choses là de mayonnaise avec couvercle métallique. Parce que les Couvercle métallique. parce que En les plastique, couvercles c'est en pas plastique, possible. c'est pas bon. Alors, comme ce qu'on a à l'écran. Comme ce voilà. qu'on a là. Oui. Donc, le couvercle métallique, et vous stérilisez, vous mettez les tomates déjà piquées. Les pour tomates que vous puissiez percées là. percer. On laisse les pics dedans. Non, pas du tout. Donc on pèse juste. On les perce. On pèse pour que l'eau puisse entrer dedans. Donc, vous mettez dans les bocaux, vous pressez pour qu'il n'y ait pas de vide dedans. Donc, vous ajoutez un peu de sel, un peu d'huile d'olive, et vous pouvez ajouter à volonté, n'est-ce pas, des épices comme l'oignon, tout ce que vous voulez. Oui. Et vous fermez hermétiquement. Et vous- Mais il faut au préalable d'avoir stérilisé d'abord les bocaux La bouteille, oui, en chauffant, En c'est ça? chauffant, Ok. il faut stériliser. Donc, quand vous fermez sérieusement, vous ramenez encore au feu en ajoutant de l'eau et vous C'est faites presque au bain-marie alors. au bain-marie pendant près de 45 minutes. Vous faites bouillir pendant près de 45 minutes et vous le laissez comme ça toute la nuit, quoi. Laissez à chaud comme ça toute la nuit avant de l'enlever. Ça peut tenir pendant au moins 6 mois. 6 mois. Comme ça. Ouais, comme vous voulez des tomates. Les tomates avec leur fraîches. forme. Donc, ça peut tenir pendant 6 mois. Oui, pendant 6 mois. Donc, vous avez complètement dépassé la période de pénurie déjà. Voilà, au moins vous avez le temps de voir venir comme on le dit. C'est une très bonne Parce que astuce. vous l'avez dit hier que déjà à partir du mois d'août, on aura de la tomate en abondance. Il faut donc apprendre à conserver pendant ce temps-là pour pouvoir l'utiliser dans ces périodes où il y a pénurie. Ok. Bon, maintenant, on peut fabriquer la purée de tomates. Comment cela se fait? Et c'est de très belles tomates toujours. Vous utilisez des couteaux, vous coupez, vous enlevez les pépins, vous enlevez le cœur blanc aussi, parce que pour donner une bonne coloration à votre produit fini, vous amenez, n'est-ce pas, vous écrasez peut-être dans les moulinettes, n'est-ce pas, ou bien dans les moulins à Et avec piment. notre meule, c'est pas possible? Oui, c'est possible, pourquoi pas. Oui, avec notre meule à l'ancienne. Oui, on mais y va. si vous voulez faire une grande quantité, je pense vous serez que fatigué. les femmes ne sont plus habituées maintenant à toutes mes On va études. lancer une compétition Donc, d'écraser la tomatation, Gaba. Ah oui, je le fais, Vous hein. Y a pas de souci. vous écrasez, vous obtenez, n'est-ce pas, un produit pâteux que vous amenez, n'est-ce pas, au feu. Vous chauffez pendant un temps. Parallèlement, comme je le disais tantôt, vous stérilisez des bocaux, comme je l'ai dit. Oui, le même processus alors. Le même processus. Et quand c'est bien chaud, quand votre truc, vous obtenez la pâte, le purée que vous avez là, avec votre cuillère, n'est-ce pas, vous utilisez pour mettre dans les bocaux. Vous mettez dans les bocaux et vous fermez. Fermez correctement. Vous l'installez dans un bain-marie, n'est-ce pas, comme je le disais là. Si. Vous chauffez, faites bouillir pendant 45 minutes et vous enlevez. Ça peut tenir pendant 2 ans. D'accord. 2 ans. 2 ans, je vous dis. Moi, je l'ai beaucoup, fait hein. au champ
Vous l'avez conservé pendant Je l'ai tout ce temps? conservé pendant plus de... Et c'était toujours à l'état, Toujours, parce que comme le goût. comme le conteneur est transparent, vous voyez le truc, ça présente une bonne coloration, ça ne présente pas de trucs de détérioration. Donc vous pouvez conserver pendant 2 ans. Mais si vous ne voulez pas conserver pendant 2 ans, après 1 an, vous pouvez conserver. Vous aurez déjà traversé la période mauvaise de crise. Donc si chaque ménage pouvait faire, avoir ses astuces et on peut avoir de la tomate chez soi tout le temps. Voilà donc 2 astuces que vous nous donnez sur ce plateau aujourd'hui. C'est-à-dire on peut avoir de la tomate non moulue et conservée pendant au moins 6 mois. Et on peut avoir également de la tomate en purée qu'on peut conserver pendant environ 2 ans. 2 ans. Parce que moi, j'en ai fait et j'ai conservé pendant 5 ans. Mais je ne demande pas d'aller plus de 2 ans. Mais 2 ans, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Moi, je me demande, si vous permettez, est-ce que dès qu'on ouvre le bocal, il faut reprendre le processus? Voilà, merci pour la question. C'est-à-dire qu'une fois vous ouvrez, c'est-à-dire les gemmes qui sont dans la procès peuvent entrer dedans. Soit vous déposez au frais dans un réfrigérateur ou vous ajoutez du sel ou de l'huile pour empêcher les gemmes, n'est-ce pas, de contaminer votre produit. Ok, parce que... On n'a plus besoin de remettre au feu. Non, on n'a plus besoin de remettre au feu. Oh, ok, donc au frigo désormais pour pouvoir protéger cela. Maintenant, quand on n'a pas de frigo, on peut mettre un peu de sel ou un peu d'huile carrément pour pouvoir donc gérer cela. Je pense que ce sont de très, très bonnes techniques. Oui, très facile à réaliser. Très facile à réaliser, mais il faut penser aussi quand même à avoir de ces usines-là qui vont... Parler de ces usines parce que c'est pas le même processus, n'est-ce pas? C'est pas le même processus, mais moi je vais proposer, n'est-ce pas, que de petites unités de transformation qui tiennent dans des chambres de 4 sur 4 et pour avoir l'espace. Sinon, si on a une grande usine, parfois on baisse dans l'industrialisation et puis il y a des produits chimiques. Les éléphants blancs peuvent s'installer. Tout simplement. Donc, il faut avoir donc de petites unités, zone par zone, et ça permet d'avoir quand même. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, pour l'avoir, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup dépenser pour avoir donc ces petites unités. Je pense que c'est aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes, tout simplement. Merci à vous, M. Deguénon. C'est moi qui vous remercie. Agnès, merci. Assome Gaba, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous passons à présent à une autre rubrique. Jennifer Sachivi et son invité s'impatiente. Vous l'avez compris, c'est Horizon Culture. Voilà, avant de recevoir Jennifer et son invité, je vous invite à suivre cet extrait. La production cinématographique nous demande beaucoup de moyens, surtout de moyens financiers. Nous n'en avons pas, nous autres. Aujourd'hui, sur place, nous n'avons pas de mécènes. Nous n'avons pas de sponsors. Des gens ne nous comprennent pas. Ils comprennent quand vous allez vers eux. Vous leur dites, nous voulons produire un film dont le budget est tant. Ils vous regardent du haut en bas et qu'on ne vous comprenne pas. Maintenant, nous avons le talent, nous avons la compétence, nous avons la ressource humaine qu'il faut pour produire de très bonnes œuvres. Nous avons une identité culturelle. Nous avons nos réalités endogènes que nous pouvons banaliser. Et lorsqu'on aura réussi à inculquer dans leur tête qu'en vérité, nos réalités culturelles, nos vécus culturels, ce ne sont que par ces canaux-là que nous allons faire développer notre pays et faire rayonner davantage notre pays. Vous allez voir que désormais, nos salles de cinéma et nos productions seront beaucoup plus acceptées par tout le monde. Voilà, vous l'avez compris, je souris à Jennifer Sachivi. Elle est rayonnante ce soir, Jennifer Sachivi. Bonsoir, Agnès. Merci de nous honorer de votre radieuse personne. Agnès, vous êtes tout aussi radieuse. Je n'en dirai pas plus. C'est surtout le choix de votre invité, moi, particulièrement, qui m'intéresse. C'est pas facile d'avoir Kambia Kala sur le plateau. Merci d'être avec nous. Merci, madame. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Jennifer Sachivi, on s'intéresse donc à la place à l'international du cinéma béninois. Exactement. Vous le dites si bien. Il nous a fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation et on lui dit merci. Donc, vu qu'il est dans le domaine depuis très longtemps, il va nous expliquer un peu pourquoi on a l'impression
que le cinéma béninois ne perce pas, n'est pas vraiment connu à l'extérieur, hors de nos frontières. Donc bonsoir monsieur, à Kambi Akala. Merci beaucoup, bonsoir mesdames. C'est un grand honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau pour parler de cette chose-là qui nous passionne depuis tant de décennies. À votre question, je me dis d'où vient cette question. Le cinéma béninois n'est pas connu à l'international. Qu'est-ce que cela veut signifier? Est-ce que notre cinéma est d'abord bien connu chez nous? Quelles sont les occasions qui nous sont données pour voir ce qui est produit aujourd'hui? Je pense que c'est ça la question la plus importante. Le cinéma américain, pour être vu à l'international, est d'abord vu par les Américains, rentabilisé chez les Américains. Et c'est le reste qu'on nous donne à consommer. D'accord. Donc, est-ce que vous rejoignez un peu ce que notre interviewé dit dans son extrait en disant qu'en fait, le Béninois ne consomme plus ce qu'il y a de l'extérieur en matière de cinéma? Est-ce que vous pensez qu'il y a ce problème? Je ne suis pas d'accord. Pas du tout, pas du tout. Pour moi qui était acteur, qui le suis encore et très observateur de ce qui se passe, je pense qu'il y a lieu de féliciter les Béninois, de consommer ce qu'ils peuvent consommer, des images que l'on produit au Bénin. Je vous en prie. Qui a connu le cinéma des années 60, 70, 80, peut se féliciter de ce qui se passe aujourd'hui. On a évolué. Oh, on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Je vous rappelle rapidement, le premier long métrage béninois a été produit en 1914 par Feu Abekalo Pascal, paix à son âme. Le second est arrivé en 1976. Vous voyez l'écart? Et puis, le troisième est venu aux environs de 84. Vous voyez, quand on fait la moyenne, on est à peine à un long métrage tous les 5 ans. Aujourd'hui, on en produit des dizaines par an. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui change? Oui. Beaucoup de jeunes s'y investissent. Non seulement du point de vue technique, du point de vue personnel, mais aussi du point de vue financier. D'accord. Lorsqu'on dit que l'État n'a pas encore mis de l'argent en place, d'accord, mais l'État en donne. Lorsque vous avez vu le film de Sylvestre Amoussou, qui a eu le 2e grand prix africain, est-ce qu'on peut dire que le cinéma béninois ne rayonne pas? Mais je pense que ce que nous devrons le plus faire, et c'est là où le maillon est très faible, c'est de produire pour nous-mêmes et nous offrir l'occasion de voir ce que nous produisons. D'accord. Oui, mais déjà, je crois que Jennifer Satiri s'interroge sur ce que les autres ont. C'est-à-dire, quel est leur intérêt à consommer notre cinéma? C'est vrai pour nous, c'est d'abord une question de souveraineté, ce sont nos valeurs, nos traditions qui sont sur l'écran. On a bien envie de savoir et de féliciter nos cinéastes, mais qu'est-ce que les autres ont à suivre notre cinéma? Qu'est-ce que les autres... Excusez-moi, madame. Oui. Je reprendrai votre question en me demandant qu'est-ce que les autres ont à lire nos livres? Qu'est-ce que les autres ont à écouter nos disques? Le besoin, la soif de la culture nous amène toujours à regarder ce que les autres font. Sur les petits écrans, sur les grands écrans. Je pense que c'est le cinéma spectacle qui nous manque aujourd'hui. Les salles ne fonctionnent pas. Je me félicite de ce que, comment ça s'appelle, ce que les Français ont implanté dans la zone. Mais il faut prendre le relais. Il faut prendre le relais. Il n'y a plus de spectacle de cinéma. La fonction du spectacle de cinéma, c'est très important. Les étrangers qui viennent chez nous, ils ont bien envie de voir ce que nous produisons. Mais si nous ne leur offrons pas les espaces de visionnage, de consommation, alors je dis, comme vous, c'est tellement avec vous, il faut que l'État reprenne en main cette question parce que c'est le loisir qui s'offre les soirs. Aujourd'hui, les Béninois ne s'amusent plus les soirs. Soit ils sont chez eux, à tourner entre les 4 murs de leur salon, à regarder les postes téléviseurs ou à sortir pour aller dans les boîtes et consommer de l'alcool. Donc vous estimez qu'en fait, promouvoir nos productions, nos productions cinématographiques sur les salles vont contribuer à une certaine visibilité au Bénin d'abord et ensuite à l'international? J'en suis persuadé, c'est une affaire de chaîne. Autant nous allons travailler pour rendre visibles dans des espaces appropriés nos productions, autant les gens du Dion vont dire envoyez-nous ça, nous aussi, nous allons voir. Parce que ça va être introduit dans le circuit de ce qu'on appelle le circuit de distribution. Voilà. Ça a toujours été le mal de l'Afrique. Nous, les Africains ont toujours fait des films, mais il n'y a jamais eu de grosses boîtes, de grandes sociétés
pour les distribuer. C'est le problème, ça aussi. Un problème de distribution. Le problème de distribution. Autre chose aussi, je me demande, est-ce que toutes nos œuvres, est-ce que toutes nos productions, ou est-ce que la majorité est exportable? Est-ce que nous respectons toujours les normes? Si vous voyez ces chaînes de télévision, je ne saurais en citer quelques-unes qui en achètent presque, je dis presque une fois par semaine, les productions béninoises, je vous en prie. Ne regardons pas, ne payons pas en noir. Il y a de bonnes choses qui se font. Je ne veux pas citer de chaînes, mais il y a beaucoup de chaînes panafricaines, européennes, qui achètent des productions, qui nous prennent des productions. Déjà, moi, ce qui m'intéresse, je crois, c'est peut-être le choix des thématiques. Parce que quand vous le dites, il faudrait que, quand on suit un film béninois, on puisse, par exemple, dire aujourd'hui, ça, c'est un film béninois. Et le cinéma au Nigeria a quand même déjà une étiquette qu'on lui connaît. Le cinéma de Bollywood aussi, c'est un genre qu'on connaît. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse s'entendre sur un genre qu'on pourrait appeler le chant béninois? Vous avez parfaitement raison. Mais je reste convaincu que pour nourrir le cinéma de thèmes et de thématiques, de belles histoires, il faut d'abord développer la littérature. Si nous laissons aux prétendus scénaristes le soin d'inventer des histoires, mais souvent wolo, nous n'aurons pas d'histoire cohérente. Je crois que le soubassement, le terreau qui doit nourrir le cinéma, c'est la littérature. Que les plumes de chez nous produisent de belles histoires. Nos contes, les épopées de nos rois, les épopées guerrières de nos Amazones. Et ça va inspirer le scénariste qui, lui, n'est qu'un technicien, qui va savoir comment adapter l'histoire à l'écran. Tant qu'il n'y a pas ça, je pense que vous aurez tout ce que vous consommez. Monsieur Kara, je suis totalement d'accord avec vous parce que quand même sur ces pays-là qu'on a l'habitude de suivre, on a beaucoup de films qui ont été inspirés par des livres déjà écrits. Et quand c'est fait comme ça, c'est toujours beau, c'est toujours, ça prend. Regardez le dernier feuilleton diffusé par l'ORTB, là puisque je suis à l'ORTB, je peux le dire, produit par Olympe de monsieur Panou. Oui. Mais vous y avez vu la plume de l'écrivain, comment il s'appelle, Kwaozotti. C'est-à-dire que lorsque la plume est acérée, lorsque la plume est professionnelle, l'histoire est toujours... Le film qui est la résultante c'est toujours beau à voir. Donc moi je crois que c'est ceux qui écrivent qui doivent nous prêter leur plume pour raconter de belles histoires. Parce qu'on dit un beau film, c'est d'abord un bon scénario. Quand le scénario n'est pas bon, n'attendez pas ce que les images disent quelque chose. Parce que l'accumulation d'images ne fait pas le cinéma. D'accord. Moi, je me demande, est-ce que le scénariste va céder sa place à l'écrivain ou est-ce qu'ils doivent collaborer? Les deux doivent collaborer. L'écrivain raconte les histoires dans les belles lettres. Vous savez, l'écrivain, c'est le littérateur. C'est celui qui choisit les mots, les situations, les décors pour raconter. Mais le scénariste, lui, il recherche les écrits qui peuvent lui donner de belles images. Ce n'est pas la même chose. Non. Dans la littérature, on cherche les jolis mots, mais au cinéma, on cherche les mots qui nous renvoient des images qui prennent, qui emportent. Ouais. Voilà, donc je rejoins toujours la question de Agnat qui parle de genre. Quand vous parlez d'histoire, est-ce que vous voulez par exemple que tous les livres déjà écrits soient mis en valeur à travers le cinéma? Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne alternative? Le peu qui existe peut être source d'inspiration. D'accord. Mais je pense qu'il n'y en a pas encore suffisamment qui inspirent. Parce que ce n'est pas toutes les littératures qui inspirent. Nous avons beaucoup, sur la place, beaucoup d'essais. Beaucoup de nouvelles aussi. Mais les romans, la source la mieux indiquée, c'est les romans. Parce que le roman, il est très proche du cinéaste. Tout ce qu'il écrit renvoie à des images. Voilà. Et je pense que c'est là, il faut encourager la littérature, la production littéraire pour mieux booster la production audiovisuelle. Ça, c'est l'ancien directeur de la cinématographie qui nous le dit. Merci. C'est plus le réalisateur. Merci bien. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être former ces scénaristes-là qui sont déjà là ou ces écrivains pour plus les plonger dans le... Il n'y a pas de génération spontanée.
pas. Mais Tout comment ça- on fait quand on n'a pas de génération spontanée? On croise les doigts? Nous les formons. On les forme. Je crois qu'aujourd'hui, des écoles, il en existe sur place qui en forment, mais qui doivent se mettre au travail pour mieux être performants. Parce que ce qu'on vous donne sur les bancs, dans les universités, ne suffit pas. Il faut se mettre au travail. Et c'est à force de produits qu'on fait de belles œuvres. Il y en a de plus en plus. Je crois même qu'il y a aujourd'hui des tentatives de mise en association de ceux qui s'appellent, en attendant qu'on les appelle scénaristes. D'accord. Je crois que s'ils mettent en place une telle association, ça va apporter une grande dynamisation, une grande dynamique, et je pense que ça va donner de beaux fruits. D'accord. D'accord. Enseigner des choses élémentaires en matière de cinéma à ceux qui veulent en savoir, eh bien, nous travaillons tous à tirer vers le haut la création nationale. Et je pense qu'à force de travailler, nous allons y parvenir. Mais seulement que, malgré tout ce qu'on peut reprocher au cinéma aujourd'hui, au cinéma béninois, je vous prie, c'est un cinéma effervescent. Mais c'est un cinéma si effervescent que l'administration du cinéma est en retard sur le cinéma. L'État béninois est en retard sur le cinéma béninois. Merci, et monsieur c'est là que Akambi. nous devons le plus faire d'efforts, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement. Tout cela nage un peu dans un désordre. Ce qui est sûr, on vous attend sur ces différents chantiers parce que vous êtes une voix qui compte. Merci et beaucoup. je suis sûre qu'Assem Gaba a entendu vos préoccupations et qu'on pourra peut-être faire une grande émission de 52 minutes pour revenir sur le cinéma béninois. Je le On ne souhaite finira jamais d'en parler. Jennifer Sachevi, c'était Merci, un oui. plaisir. Voilà, comme je me c'était un, suis bien dit. plaisir aussi. Un Et plateau merci bien à notre intéressant. invité qui nous a apporté toutes ces informations assez utiles. Voilà, merci donc à Akambi Akala. Il était avec nous sur Horizon Culture qui cède place à nature et bien-être. Voilà, on va parler de ce mal qui fait peur. Ne vous inquiétez pas, restez serein. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur la dengue. C'est dans un instant, mais avant tout, on va suivre ce communiqué officiel du ministère de la Santé. Communiqué du ministère de la Santé. Chère population, la dengue est une maladie qui sévit chez nous. Elle est dangereuse et tue très rapidement lorsqu'on prend certains médicaments, notamment des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le diclofénac. Ceci est un message du ministre de la Santé du Bénin. Voilà, donc après ce communiqué diffusé sur l'ORTB, on s'est rendu compte que beaucoup de Béninois commençaient par s'inquiéter. On s'est dit qu'il fallait revenir avec un spécialiste, je vais y arriver, sur le plateau de Nature et Bien-être pour nous dire un peu ce qu'il y a à retenir de ce mal-là dont tout le monde parle. Yasmine Damata, merci pour le choix du sujet et merci surtout d'avoir pu nous dénicher cet invité. Vous avez la parole. Merci beaucoup Agnata Bello, bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Germain Padono, bonsoir, vous êtes entomologiste médical. Bien sûr. Avec vous, nous allons parler de cette maladie, la dengue, dont tout le monde parle, c'est surtout tous les lèvres. Et dites-nous, on dit que c'est un moustique qui est responsable de la dengue, également un moustique qui est responsable du paludisme. C'est quoi la différence entre la dengue et le paludisme? Effectivement, depuis quelques semaines, je vais dire, on a commencé par parler de la dengue. Et la dengue est transmise par un moustique, c'est le moustique Aedes, qui est bien différent du moustique responsable du paludisme. Et le moustique responsable du paludisme est un anophèle femelle au Bénin. On a deux principaux vecteurs, Aedes gambier et puis, Anopheles gambier et Anopheles funestus pour ce qui concerne le paludisme. Pour la dengue, c'est Aedes aegypti. Secondairement, on a un autre Aedes, Aedes albopictus, qui peut aussi transmettre la dengue. Donc, tout ça, autant de moustiques. Du point de vue des caractères, le moustique anophèle qui donne le paludisme pique surtout la nuit, pique dans la nuit, et quand nous nous protégeons avec nos moustiquaires, nous sommes beaucoup plus à l'abri. Les ailes sont tachetées et ce moustique a une position oblique quand il se pose sur le mur. Par contre, quand nous prenons le moustique Aedes, c'est un moustique qui pique beaucoup plus dans la journée.
Donc, nous devons faire attention. Plus dans la journée, c'est ça? Beaucoup plus dans la journée, bien Or, sûr. dans la journée, on ne peut pas se promener avec un moustiquaire. Qu'est-ce Oui, qu'on fait? on peut se protéger avec des répulsifs. On peut se protéger avec des répulsifs. Et puis, ce moustique, c'est un moustique noir tacheté. C'est un moustique noir tacheté. Vous avez amené très quelques petit. exemples? Voilà, nous avons... Je ne sais pas si la caméra, on pourra y aller. Que nous avons collectés Oui. sur le terrain, parce que dans le cadre de l'annonce de la maladie, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, nous a instruit pour faire une évaluation. Dans la commune d'Abomey-Calavi, nous avons choisi. Et ça, ces moustiques ont été prélevés à Révier. À Révier. Mais ça, c'est des Révier moustiques est un sains, non? arrondissement d'Abomey-Calavi. C'est des moustiques sains? C'est la Bon, je crois ADS, que c'est ça? C'est des labs que nous avons C'est prélevés. là. Les analyses sont en cours pour que nous puissions informer, confirmer ou infirmer si la plupart des moustiques sont porteurs du germe responsable de la dengue. C'est un virus qui est responsable de la maladie. Donc, jusque-là, on n'a pas encore de confirmation officielle. Bien, pour le moment, bon, il y a eu un cas, effectivement, il y a eu un cas confirmé. Quelqu'un qui a été malade, le cas a été identifié, je crois, dans Abomey-Calavi, dans la zone sanitaire d'Abomey-Calavi. Malheureusement, il n'est plus, suite aux soins qu'on lui avait donnés. Bon, actuellement, il n'est plus parce que je crois qu'il avait déjà fait une semaine à la maison, une semaine de traitement avant de se rendre à l'hôpital. Et je crois que les gens avaient confondu avec le paludisme et l'ont traité probablement. Le paludisme. Et c'est après qu'on a constaté qu'il s'agissait d'une fièvre hémorragique, c'est-à-dire donc qu'il s'agissait de la dengue suite au diagnostic qui a été fait. Mais comment se manifeste la dengue, la maladie de la dengue? Quand on est piqué, comment ça se fait? Évidemment, bon, quand vous êtes piqué, vous ne pouvez pas tout de suite le savoir. La piqûre ne peut pas nous permettre donc de savoir qu'un individu a la dengue ou non. Non, ce sont les manifestations de la maladie, les manifestations déclarées. Ça dépend de l'organisme. Ça dépend des dispositions immunitaires que vous avez. Si vous êtes déjà immunisé, peut-être vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir le virus en vous, mais sans le savoir. Et il y a plusieurs formes de virus. Il y a 4 sérotypes qui sont identifiés. Les dengue 1, 2, 3 et 4. Bon, quand l'individu est piqué et que ses caractères immunitaires ne lui permettent pas de pouvoir résister, bon, donc cela va se compliquer, évidemment. Il va développer la maladie, cela va se compliquer. Les manifestations essentielles, ce sont la forte fièvre supérieure, température supérieure jusqu'à... Ça atteint 40, ça dépasse même parfois 40 degrés. Il y a aussi le vomissement par le vomissement du sang, le saignement, on saigne par les voies biologiques, ça peut être le nez, ça peut être donc la bouche. Donc ce sont les manifestations habituelles de la maladie. Et ça peut s'aggraver et malheureusement conduire à la mort. D'accord, là j'aimerais quand même qu'on puisse partager de bonnes nouvelles avec les téléspectateurs. En attendant, on nous parle d'un moustique qui pique en journée. Tout ce qu'on nous propose comme solution, c'est des répulsifs. Est-ce que ça va suffire pour que tout le monde soit protégé? Non. Ce qu'il faut, le moustique se développe où? Le moustique se développe, pond la femelle. Quand elle prend le sang, elle va pondre ses œufs dans l'eau. Mais c'est nous-mêmes qui favorisons sa prolifération en lui offrant, en lui donnant l'opportunité de venir pondre autour de nous. Parce que c'est un moustique qui aime vivre autour des humains. Il est anthropophile. Donc, il pond dans ses œufs dans l'eau et plus précisément au niveau des jarres, au niveau des canaries. Quand nous avons des canaries à domicile, dans lesquelles nous mettons de l'eau pour la consommation. Nous devons régulièrement nettoyer, renouveler l'eau, laver le fond du canari avant de pouvoir mettre encore de nouveau de l'eau. Mais parfois, les populations, nos parents, nos amis ne versent pas l'eau qu'il y avait, complètent l'eau au fur et à mesure, régulièrement. Si le canari était ouvert entre-temps et la femelle venait pondre dedans, c'est fini, les moustiques vont se développer. Et chaque femelle a la possibilité de pondre jusqu'à 150 œufs. Oui. 150 œufs. Et ceci, ça, c'est une évasion. Tous les 3 jours.
Imaginez, tous les 2-3 jours, ça dépend. Tous les 3 jours, 150. De la longueur, donc de son cycle, de la durée de son cycle gonotrophique. Voilà. D'accord. Donc, il y a les pneus usagés qu'on abandonne dans les cours. Tout ce qui peut contenir de l'eau est abandonné dans la cour. Nous devons tout faire pour assainir notre milieu. Même quand à la maison, nous avons des canaries, on fait de la tisane. Après, on n'en prend plus. On laisse, le moustique peut pondre dedans. C'est un gîte qui lui est favorable. On en a retrouvé lorsqu'on était sur le terrain à Calavi, comme je dis dans l'arrondissement de Calavi, bien sûr, comme dans l'arrondissement de Révier. Dans les maisons, on a retrouvé des tisanes abandonnées. Et déjà, où nous avons trouvé des aïdes, on a trouvé des laves d'AIDES. Il y en avait beaucoup, je vais vous dire des centaines. Ce n'est pas bien. Dans ces jarres. Oui, dans ces jarres. Même les bidons. Les bidons dans lesquels on met de l'eau, les bidons d'huile d'arachide. Après, parce que les populations n'ont souvent pas d'eau potable, vont rechercher l'eau ailleurs et ramènent les bidons. Quand on ouvre les bidons pour prendre l'eau, il faudrait qu'on referme. Mais quand on laisse, le moustique peut pondre dedans. Vous voyagez, vous sortez, vous revenez, les œufs sont déjà là, et, vont donner les moustiques et ces moustiques peuvent piquer. En dehors de ces bidons, nous avons aussi les boîtes de conserve. Quand on finit d'utiliser, par exemple, on ouvre la sardine, on l'a utilisée. Même nos mamans, les pommades. Donc, en gros, tout ce peut contenir de l'eau. Tout peut contenir de l'eau qu'on abandonne dans la cour, qu'on abandonne même dans notre chambre. Il suffit qu'il y ait de l'eau dedans et qu'on oublie, le moustique vient pondre dedans. Et ça peut donc, la meilleure solution, la première solution, c'est d'abord l'assainissement du cadre de vie. Quand le cadre de vie est assaini, on peut penser maintenant à dormir sous moustiquaire la nuit, parce qu'il y en a qui piquent aussi la nuit. Les aïdes piquent la nuit, on s'en est rendu compte. On peut mettre des répulsifs, des pommades répulsives sur le corps pour se protéger, porter des chemises manches longues, des pantalons aussi pour se protéger les pieds, bien se protéger le corps quand on est au service. À cause de ces piqûres. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut déjà parler d'une épidémie au Bénin ou juste? Non. On a eu un seul cas jusque-là et qui malheureusement a été un cas mortel. Il n'y a pas encore d'épidémie, on ne peut pas, s'il plaît à Dieu, on n'aura pas un deuxième cas. Et le ministère a pris toutes les dispositions pour qu'on n'ait pas de nouveaux cas. La dengue contagieuse ou non? Je ne vais pas dire qu'elle ne peut pas se transmettre d'un individu à un autre comme ça. Non, mais elle sera contagieuse quand un moustique va me piquer et viendra vous piquer. Un moustique atteint va me piquer et viendra vous piquer aussi. Vous pouvez attraper la dengue. Donc, il faudrait que ce soit un effort de tous. Parce que même si vous prenez les dispositions chez vous, dans votre maison, que votre voisin ne le fait pas, vous n'êtes pas toujours exposé. Vous n'êtes pas du tout à l'abri, vous êtes exposé. D'accord, il faut donc des séances de sensibilisation passer à peu près partout avec les chefs quartiers, les relais, pour que le message puisse passer. Parce que déjà, une seule source peut avoir 150, 100 et avec 150 sur le nombre de jours contaminés, bonjour les dégâts. Oui. Bien, les téléspectateurs ont compris, Agnès Bello, la dengue, elle est bien là et vraiment, il faut assainir son environnement, se protéger pour ne pas tomber sous cette maladie. Et quand on est malade, aller directement aux soins. Faut pas faut pas s'auto-traiter. Voilà. On a compris, ce qui est sur l'automédication n'est pas bon. Il faut faire très attention parce que les manifestations ressemble au paludisme. Donc, il faut pas dire que c'est le paludisme, rester à la maison et qu'il soit non. Il faut aller vers un centre de santé le plus proche pour qu'on vous oriente à l'hôpital si c'est possible. D'accord, on a compris, Germain Gilles Padono, vous êtes entomologiste médical avec vous, donc on a parlé de la dengue, de ce que c'est. J'espère que cela vous a servi, mesdames et messieurs. Ce que moi je retiens, c'est que le plus important, le milieu de vie doit être toujours propre et sain. Cela concerne aussi vos voisins, donc ne vous contentez pas de le faire chez vous en oubliant ceux qui sont à côté de vous. Merci Yasmine Namata pour le choix. Agnès Bello, merci beaucoup. C'était un plaisir, vous l'avez compris, Nature et Bien-être s'achève ainsi. L'heure du journal est sacrée, on retrouve Estelle Pazot. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça?
Je dis souvent que... L'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Mépris, raillerie, stigmatisation, c'est le quotidien des personnes albinos. Ils continuent de vivre comme étant indignes d'estime ou d'attention. Vous les entendrez vous-même. Rationaliser les zones humides pour mieux en profiter. Les chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi s'intéressent au sujet. Leurs études ont porté sur la zone d'Alada. Et puis, bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Faire du temps son meilleur allié est un art. Comment y parvenir? Des astuces dans ce journal. D'abord, cette information pour les candidats qui ont composé le BEPC 2019. Les grandes tendances sont désormais connues. Au plan national, on note un taux de réussite de 56,72%. Les résultats seront proclamés et affichés dans tous les départements les vendredis 14 et samedi 15 juin 2019. Les épreuves orales et sportives sont impérativement prévues pour le lundi 17 juin pour prendre fin mardi 18 juin 2019. Aujourd'hui, 13 juin 2019, le monde entier célèbre la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Déjà à sa 5e édition, elle est placée sous le thème « Faisons briller notre lumière ». Cette journée consacrée à l'albinisme tire son essence des actes d'atrocité que connaissent les personnes albinos. À l'occasion, la rédaction a recueilli les propos de Jean-Claude Tonoucoin et Abedrigo Wenou, deux personnes albinos qui nous parlent du regard de la société à leur endroit au micro de Iliad Bokovo. Lorsque j'avais un certain âge, bien 5 ans comme ça, quand mes frères me voient, de loin ils disent Yovo, Yovo, Yovo. Même il y a des gens parmi eux qui disent, bon, ah, c'est un feu, hein, ou bien c'est un calita. Hein. Ah, là, je me pose des questions. Pour dire, ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis comme eux. Donc, de là, j'ai commencé l'école. Là aussi, c'est un autre calvaire. C'est un autre calvaire. Sans vous mentir, vous-même, vous savez que les albinos ont toujours des problèmes de vision. Même quand je reste devant, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Donc, je suis obligé de m'approcher du tableau pour voir ce que le maître ou bien l'instituteur ou bien le professeur a écrit. Bien, lors des interrogations écrites, c'est là où je rencontre toutes les difficultés de ce monde. Parce que c'est un temps, on nous a donné un temps qu'il faut respecter. Donc de là, quand les professeurs écrivent les interrogations au tableau, je m'approchais au tableau pour voir. Donc en allant au tableau, certains de mes camarades disent « Ah monsieur, quitte, allez, tu es con, allez, quitte. » Ah, je me sens isolé. Donc, même les professeurs aussi m'embêtent. Eux aussi, ils m'embêtent. Donc, c'est dans cette difficulté que je suis venu à l'université. En tant que personne albinos, donc nous rencontrons beaucoup de menaces dans la vie, dans la société. Nous vivons dans la société, mais nous ne vivons pas à l'aise. Parce qu'il y a les discriminations d'ici d'ailleurs dans la société. Les gens n'ont pas confiance en nous pour nous embaucher dans les services publics ou privés. La société traite les gens atteints d'albinisme comme des fétiches avec lesquels on enlève l'argent. Oh,
Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utiliser ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le Nîmes, le Monica, le Cajanis Canus, et puis d'autres techniques, rotation, et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. Autre chose à rationaliser, c'est le temps. Il n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. Sa bonne gestion et l'importance qui lui sont accordées sont gages du succès. Et ceci tant sur le plan individuel que national. Bien gérer le temps est aussi un des vecteurs clés du développement. Mais alors, comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer au quotidien pour en faire un allié? Rebecca Adinankou s'est penchée sur la question. Voici son reportage. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale,
c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités, parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure, et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. En nouvelle brève, la Banque africaine de développement a organisé avec le Fonds pour l'adaptation, le Fonds vert pour le climat et l'Institut national sud-africain de la biodiversité la première réunion africaine sur l'accès direct au financement pour le climat. Environ 30 entités accréditées en matière de financement climat se sont réunies à cette occasion pour élaborer un plan d'action pour accélérer et améliorer l'accès du continent à la finance verte. Un cadre de gouvernance et une feuille de route ont été mis en place pour renforcer les capacités de ces entités à accéder, recevoir et utiliser les financements qui seront alloués. Harmoniser la réglementation pour le contrôle transfrontalier du mouvement des sources radioactives entre les pays de la sous-région. C'est l'objectif de l'autorité sénégale de la radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle a organisé à cet effet un exercice sur la sécurité nucléaire en Afrique, un partage d'expériences entre les participants pour mieux protéger les sources radioactives. Voici le compte rendu de nos confrères de la RTS. Les technologies nucléaires sont de plus en plus présentes dans le continent africain. Ces substances nucléaires si utiles peuvent parfois s'avérer très dangereuses. Pour leur bonne utilisation, des ressources humaines qualifiées sont nécessaires. Il est important que les pays puissent identifier les besoins de ressources humaines qualifiées pour pouvoir utiliser ces technologies. Parce qu'il ne faut pas s'inscrire tout simplement dans une logique de transfert de technologie et d'utilisation simplement. Mais il faut s'inscrire dans une logique de pouvoir avoir des ressources humaines qualifiées, ayant des compétences spécifiques pour pouvoir donc utiliser ces technologies-là et pouvoir les améliorer. Identifier les besoins en formation pour faire face aux menaces. Pour cela, l'autorité de radioprotection de la sûreté nucléaire sera accompagnée par l'AIEA. L'AIEA fait beaucoup de formations dans nos pays. Au Sénégal, l'AIEA nous a déjà accompagnés dans beaucoup de formations dans le domaine de la sécurité nucléaire et elle le fait d'ailleurs pour tous les pays. Le Sénégal a déjà pris les devants en faisant du développement du capital humain l'une des priorités du plan Sénégal émergent. Il est clairement établi que nous devons disposer d'un capital humain de qualité pour relever les nombreux défis qui s'opposent et s'opposent à nous. L'AIEA s'inscrit dans la trajectoire de nos préoccupations en matière de renforcement de notre capital humain. C'est parti donc pour 5 jours de réflexion, de partage d'expériences et de renforcement de capacités. Au sortir de ce conclave, ces ressources humaines africaines seront plus outillées à venir à bout des questions nucléaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Mais on fait d'abord le rappel de la météo, surtout pour vous qui venez de nous prendre au vol.
Voilà, le grand rendez-vous de ce soir s'achève donc ainsi. Je vous donne encore rendez-vous pour demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien.